Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau format, un grand entretien sur un sujet complexe et qui nous tient à cœur et on avait envie d'en parler avec un expert et un spécialiste. On va parler d'éco-anxiété et s'interroger d'ailleurs, est-ce que c'est le bon terme? On va voir ça avec toi. Bonjour Yvan-Marc Juillard. Bonjour Tu Frédéric. es psychologue clinicien, psychothérapeute et tu as sorti un ouvrage cette année qui s'appelle l'éco-anxiété, comment gérer ou vivre avec ses émotions, c'est ça? Comment gérer ses émotions? Comment gérer ses émotions? C'est sorti chez La Plage, hein, qui est un éditeur éco-responsable. D'ailleurs, tu nous en parleras, c'est peut-être intéressant. Alors, ma première question, elle est, peut-être parce que c'est aussi souvent quelque chose sur lequel on s'interroge, qu'est-ce que c'est qu'un psychologue clinicien et quelle différence il y a avec un psychothérapeute, même si tu es les deux? Est-ce que tu peux juste nous raconter ton métier en quelque sorte? Alors, psychologue clinicien, on a fait la fac de psycho, bac+5, DESS pour moi, master 2 pour les plus jeunes. Et psychothérapeute, c'est un titre qui est attribué à certains psychologues ou à d'autres praticiens du soin. Et pourquoi les deux, c'était important d'avoir les deux ou ces deux pratiques un peu complémentaires ou différentes ou... En fait, on peut être psychologue du travail, par exemple, et pas forcément faire des thérapies. Et pour moi, mon cœur de métier, c'est vraiment faire des thérapies. Ok. C'est pour ça qu'on va parler un petit peu de ce qui se passe dans nos têtes aussi, justement. Alors, on s'est croisés à Ticket for Change, hein, puisqu'il y avait une soirée Ticket for Change à Lyon dont on était partenaire, et c'est là que je t'ai écouté, je t'ai entendu, tu faisais une très chouette conférence, et je me suis dit, tiens, c'est vraiment un terme qui revient sans cesse, et en même temps, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement ce que ça recouvre. Pourquoi est-ce que par rapport à ton activité professionnelle, tu as voulu t'intéresser à cette thématique particulière de l'éco-anxiété? C'était quelque chose qui revenait chez tes patients, chez les gens qui venaient te voir? Pas au début. Le livre, j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire. Et à l'époque, le terme éco-anxiété existait très peu. Il y a longtemps, 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 je pensais que les gens, quand ils s'inquiétaient sur l'avenir, ils étaient juste inquiets parce qu'ils étaient anxieux. J'avais pas vraiment la perception du danger à venir. J'étais pas très au courant des chiffres du GIEC, des limites planétaires. Et c'est des amis éclairés qui m'ont donné un bouquin dont Comment tout peut s'effondrer. Et là, j'ai bien compris ce que l'était l'éco-anxiété. Je l'ai vécu de l'intérieur. De- C'est ce que tu dis, c'est qu'il y a une. Je veux dire, c'est presque légitime et c'est un peu normal d'être inquiet quand on regarde la réalité du monde. C'est d'ailleurs un débat qu'on pourrait avoir sur le terme éco-anxiété. En fait, c'est presque une forme d'éco-lucidité, en fait. On devrait dire ça. Ouais, c'est plus le terme que j'utilise maintenant. Parce que l'éco-anxiété, ça ne recouvre que l'émotion de la peur, alors qu'on peut être éco-désespéré. C'est ceux qui n'ont pas d'espoir, par exemple, sur l'avenir. On peut être éco-terrifié. On peut être aussi éco-furax. Oui, il y a plein de formes de réaction, en fait. C'est ça qu'on raconte par rapport à une réalité. Donc, dans ton livre, tu dresses le constat de la réalité, effectivement, qu'on commence tous à connaître. Et en même temps, tu vois, en te lisant, en préparant ça avec toi, j'avais une question qui me venait, c'est que on parle de l'éco-anxiété, on sait de plus en plus de choses sur ce qui se passe, et en même temps, il y a une tendance aujourd'hui qui est à la montée des climato-sceptiques. Est-ce que tu fais un lien entre les deux? Comment tu expliques que même si on sait de plus en plus de choses, tu as des gens qui doutent de plus en plus? Déjà, la prise de conscience du danger, pour moi, elle est traumatique. Dans ma perception de psychologue clinicien, c'est un trauma. C'est-à-dire du jour au lendemain, on passe d'un monde où on est sûr que l'avenir, ça va être cool, Ah, un truc. à un truc où on est sûr que l'avenir, il va vraiment pas être cool. Et ce passage-là, soit il se fait au goutte à goutte, soit il se fait de manière brutale, mais de toute façon, voilà, il y a un choc traumatique qui se passe. Et notre psychisme, il est équipé pour vivre des traumas, sauf que là, c'est pas juste de nous dont on parle de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, de l'avenir des gens qu'on aime. Ouais, de notre travail, de notre vie de famille. On verra que c'est aussi un sujet parce que ça a un impact sur plein d'aspects de notre vie au quotidien, quoi. Ouais. Et que du coup, ce choc traumatique, le psychisme, lui, il a besoin de se protéger. Si tu vis, je sais pas, une agression lambda, peu importe, ton psychisme, lui, va apprendre à se protéger de ça. Et il peut avoir plein de manières de se protéger, notamment de mettre le voile dessus, quoi. Alors c'est ça, par exemple, qu'on appelle le déni, c'est-à-dire le fait de ne pas reconnaître la réalité, de ne pas vouloir voir la réalité. Ça, C'est c'est une ça. des principales réactions souvent à ce choc. Alors, pour moi, il y a 4 formes de déni. Le premier, c'est le déni de la réalité factuelle. Peut-être qu'on met les climato-sceptiques là-dessus.
Dans ce cas, c'est peut-être juste que les gens, ils n'ont pas l'info, tout simplement. Moi, il y a 15 ans, j'avais pas l'info. J'aurais bien aimé l'avoir avant, mais je ne l'avais pas. La deuxième forme de déni, c'est le déni de la dangerosité. C'est-à-dire, ok, le climat bouge, ok, les limites planétaires, ça craint. Bah, ça va, c'est pas dangereux, on va bien trouver une solution technique, technologique ou je sais pas quoi. Le déni du danger. On perd moins de chauffage en hiver, donc il n'y aura pas de danger. Soit c'est un déni de responsabilité, c'est-à-dire, moi je bougerai le jour où les Chinois bougeront. Le jour où les autres le feront, moi je le ferai aussi. Voilà. Et quand ces trois formes de déni, elles ne marchent plus, on a un autre qui s'appelle le dénigrement, c'est-à-dire on va attaquer les gens qui te mettent en danger en fait. te C'est un peu mettent en danger. la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que quand tu es coincé dans tes retranchements, tu agresses l'autre pour pas prendre tes responsabilités ou parce que tu sais que tu es en train de tourner rond avec ça. Quoi. Donc on va dire que les militants écologistes sont des écoterroristes, par exemple. Ça, c'est du dénigrement. C'est une forme de déni. Et après, on a une autre forme de... Alors, je ne pense pas que c'est du déni. Je pense que les gens savent très bien, une partie, peut-être des décideurs, moi je ne sais pas, ils sont tout à fait conscients de la réalité factuelle, du danger, la responsabilité personnelle. Voilà, ça n'a absolument aucune importance. Et ils pratiquent le dénigrement. Et ces gens-là, eux, sont capables de prendre des décisions qui vont entraîner de la dégradation des écosystèmes, des drames écologiques et humains. Et pour moi, ces gens-là se rapprochent dangereusement de la sociopathie. C'est-à-dire c'est des gens qui clairement manquent d'empathie. Alors comment on fait donc, est-ce qu'il y a une définition déjà de l'éco-anxiété ou est-ce qu'il y a plusieurs formes d'éco-anxiété Tu nous as montré qu'il y avait plusieurs types d'émotions, de réactions liées, mais est-ce qu'il y a une forme communément admise? Est-ce qu'il y a plusieurs variantes Comment on la décrit aujourd'hui d'un point de vue clinique pour le coup? Alors, si on prend l'éco-anxiété, c'est un terme qui a été... C'est bien, ça définit quelque chose. Le terme est comme il est ni bien ni mauvais, c'est juste un terme. Mais il faut bien comprendre les émotions comme un écosystème. Dans cet écosystème, on a évidemment la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, la joie, la surprise, la sérénité et la honte. Et toutes ces émotions sont en lien entre elles. Donc on peut être par exemple dégoûté du monde dans lequel on vit, dégoûté des êtres humains. On peut être, comme on disait tout à l'heure, écofurax, c'est-à-dire terriblement en colère, quoi, contre ceux qui prennent des décisions, profondément désespéré de voir l'humanité dégrader son environnement naturel et de saccager les espaces, les écosystèmes. Et c'est tout un ensemble d'émotions. Et l'éco-anxiété n'est que la version anxieuse. Parce qu'on peut être anxieux, mais on peut être aussi terrifié, paralysé de peur. Mais du coup, par rapport à ce que tu racontes, et comme tout est relié à notre système émotionnel, est-ce que ça veut dire que ça a toujours existé? Est-ce que l'éco-anxiété, c'est une nouvelle pathologie ou c'est quelque chose qui était plus ancien mais qui réapparaît aujourd'hui? Alors je pense elle est née, alors je ne sais pas d'où elle est née, mais je crois que quand même ceux qui regardaient le climat et qui voyaient les chiffres se dégrader, ceux qui avaient accès aux études, ont commencé de développer cette peur fondée de la réalité factuelle, objective, etc. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as voulu faire avec ton ouvrage? Parce que ce n'est pas forcément ton cœur de métier, mais pourquoi est-ce que tu as envie d'écrire, de partager, de raconter? C'est quoi l'idée derrière? C'est d'alerter, d'aider les gens à le traiter? Quel est l'objectif réel? Nous, les soignants, on était en retard, clairement. C'est-à-dire, dans beaucoup de professions, on était beaucoup à être en retard. Ceux qui étaient en avance, c'était les ornithologues, c'était les écologistes. Eux, ils étaient à jour, ça va. Nous, dans le soin, on est en retard. Et c'est difficile de concevoir que l'éco-anxiété, c'est pas de l'anxiété. Non, non, c'est une réaction normale face à un danger qui est réel. Mais le problème, c'est que nous aussi, on est éco-anxieux quand on est thérapeute, ou écofurax, ou je sais pas quoi. Et que du coup, ça nous amène la question de comment on fait
pour à la fois s'occuper des gens qui sont complètement envahis par cette éco-anxiété Sans qui se n'est laisser pas. totalement envahir soi. Comment Ouais. on se protège de cette éco-anxiété? C'est ça. C'est comme si on aidait quelqu'un qui est en deuil alors que nous-mêmes on est en deuil. C'est comme si on aidait quelqu'un dans une phobie alors que nous-mêmes on est phobique. Et du coup, comment on fait? On apprend à se protéger, on apprend à avoir des gestes de soins qui mettent à distance. Comment est-ce que tu gères ça? Alors mettre à distance, non. Non. Non, une émotion ça s'accueille. C'est-à-dire on la laisse venir. Et une émotion, c'est pas ici, là. C'est pas que là en tout cas. Une émotion c'est aussi dans notre corps. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent par exemple quand on entend, je sais pas, que le président de la COP27 et je sais plus quel bonhomme, mais Dans un endroit du est-ce monde que qui notre fait un corps peu il bizarre. se tend? Est-ce que quand on entend que une décision absurde de je sais pas quel parti politique va vouloir créer une route là où ça n'a absolument aucun sens, comment notre corps y réagit? Est-ce qu'on se tend? Est-ce que ça nous pompe l'énergie? Est-ce que ça nous sidère? Et c'est ça qu'il faut aller un peu travailler ou étudier et reconnaître, c'est apprendre à accueillir, à reconnaître ses émotions, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais, on a vu que c'était là depuis longtemps, mais est-ce que, j'allais dire, on a parfois tendance à peut-être banaliser l'éco-anxiété, mais est-ce que c'est une vraie, alors je ne sais pas si le terme convient, mais une vraie pathologie? Est-ce que ça crée des vraies difficultés dans la vie des gens? Est-ce que ça a un impact à la fois individuel ou dans leurs relations de travail ou dans leur vie de famille? Est-ce que c'est devenu quelque chose qui pose des difficultés à certaines personnes dans leur vie au quotidien, dans toutes ces composantes? On a probablement des formes graves. Enfin, c'est pas probable, c'est sûr. C'est-à-dire des gens qui sont tellement terrifiés Qui sont complètement... par l'avenir que pour eux, c'est horrible de se projeter, qu'il n'y a pas d'espoir dans l'avenir. C'est-à-dire qu'ils vont voir un monde s'effriter devant eux et ils vont être les témoins impuissants de cette dégradation. Ils vont voir les gens qu'ils aiment mourir. Et si eux respirent, ils rejettent du carbone, donc il est préférable qu'ils meurent. Voilà ce que des fois les gens pensent quand ils sont éco-anxieux. Là, c'est une souffrance qui est juste horrible. Ils sont assaillis d'informations, parce qu'en règle générale, ils sont mobilisés sur les réseaux, etc. Ils sont assaillis d'informations, et là, c'est une détresse qui est profonde. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui est une souffrance profonde, et qui en plus est légitime parce qu'il se repose sur des faits qui sont vrais. C'est un peu comme si l'enfant de ton voisin était tabassé par ses parents, et que toi, t'avais beau faire tout ce que tu veux, t'arrives pas à arrêter la maltraitance qu'il subit. Alors que tu la connais, alors que tu l'entends, alors que tu la vis, quoi. T'as appelé les gendarmes, t'as appelé le ministère, t'es allé voir les voisins. T'es dans un sentiment d'impuissance profond, quoi. C'est ça. Et là, à un moment, ton système, il craque. Dedans, tu peux plus tenir. Et quand les gens qui souffrent d'éco-anxiété sont dans cet état-là, leur système, il est littéralement épuisé. Aussi épuisé qu'un écosystème lorsque la vie a été pompée. Donc ça, c'est comme des cas assez extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, mais c'est quand même quelque chose dont, quand on nous dit « je souffre de ça », c'est à entendre quand même Ouais. et Et leur à peur est considérer, légitime. quoi. Et du coup, c'est ça aussi peut-être parfois qui fait des discussions dans les familles, c'est-à-dire que les gens méconnaissent ou ne reconnaissent pas ça comme une vraie pathologie ou un vrai souci du quotidien ou une vraie souffrance. J'ai une belle histoire, ça s'est passé à Lyon. C'est une jeune qui a emmené son père, parce qu'elle, elle était éco-anxieuse. Elle disait, mais je ne peux pas faire les études que je veux. Je me dis, mais si ce monde s'écroule, comment moi je vais faire, quoi? Mais son père, il ne comprenait pas, alors forcément, il la dénigrait un peu, avec de l'amour quand même, mais il ne comprenait pas, en fait. Ils sont venus tous les deux à la conférence, ils étaient trop beaux l'un et l'autre. Et je crois qu'à la fin de la conférence, le père, il a compris, en fait. Il a compris que sa fille, elle souffrait de quelque chose qui était légitime. Et quand les parents ne comprennent pas que la peur des enfants, et les enfants, elle est réelle, du coup, ça crée une double souffrance à l'intérieur de toi, parce que toi, tu as ton avenir devant toi. Et en plus, tu n'es même pas compris dans ce que tu ressens, quoi. Et tes parents, ou tes grands-parents, qui ont quand même participé à créer ce monde-là, qui en plus culpabilise de manière un peu inconsciente ou consciente, qu'en disant c'est quand même un peu notre responsabilité. Plus ou moins. Du coup, les jeunes, ils se retrouvent des fois en conflit avec leur propre famille et profondément seuls. C'est-à-dire, ils perdent leur sentiment d'appartenance à leur propre famille. Et que du coup, ils sont seuls face à une émotion douloureuse, face à un constat qui est réel, et en plus, éloignés des liens d'amour avec leurs proches.
Donc on voit qu'il y a des réalités factuelles et objectives à tout ça, qu'il y a un état qu'on connaît. Pour donner quelques perspectives un peu positives et d'espoir, comment est-ce qu'on fait pour affronter, parce que le sous-titre du livre, c'est comment gérer ses émotions, comment affronter. Qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour travailler sur cette éco-anxiété, sur les émotions donc, qui sont liées à ça? La première chose, c'est de reconnaître les émotions. C'est-à-dire, c'est normal qu'on soit en colère, c'est normal qu'on soit dégoûté par ce système, c'est normal qu'on ait peur, etc. Et c'est normal qu'on soit super en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a de la violence. C'est-à-dire que la première chose, c'est normaliser ce qu'on vit. C'est pour ça qu'on peut parler de choses difficiles, mais en acceptant que c'est une réaction qui est normale. Une fois qu'on a fait ça, je crois qu'il y a deux axes. Non, trois, pardon. Le premier, c'est ce qui revient souvent, en effet, on a besoin d'action. Parce que le terme émotion, ça veut dire en mouvement vers émotion. Et on a besoin de mouvement. Passer à l'acte, il faut faire quelque chose pour sortir, y compris de l'état émotionnel. Hein. On le voit bien, hein, quand on gamberge, il faut faire, quoi. Si tu as appelé la police et que le môme se fait toujours tabasser, à un moment, tu ne te poses pas de questions. Tu vas le chercher, le môme. Tu vas te mettre en action. À cette phrase, je crois que c'est Alain qui disait « le meilleur moyen de commencer, c'est de continuer ». Ouais. Et de se mettre en mouvement. Pas n'importe comment, mais se mettre en mouvement. Il ne faut pas débrancher l'intelligence, sinon on va faire des trucs complètement stupides. Ça, c'est la première chose, l'action. La deuxième chose, c'est être en lien. C'est-à-dire, on est des mammifères, on est des animaux grégaires. La première chose dont on a besoin quand on est, c'est d'un énorme câlin. Et ça reste toute la vie. C'est pour ça qu'on déteste laisser les anciens dans les EHPAD tout seuls et que pendant le Covid, c'était super dur. C'est-à-dire on a besoin d'être en lien avec les autres. Et on a besoin d'être en lien parce qu'on est en lien, on se sent en sécurité. Si tu es tout seul, tu te sens en danger. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en parler avec d'autres, aller échanger avec d'autres qui connaissent ces sujets-là, etc. Il faut parler, se connecter à d'autres parce que ça atténue et en même temps ça réconforte, quoi. En sécurité. En sécurité. En sécurité. Parce que si tu vas parler à des gens qui sont complètement dérégulés, qui sont tellement en pétard qu'ils ont envie de flinguer tout le monde, t'arrange pas non plus. Ça va aider personne. C'est-à-dire en parler avec des gens qui savent être régulés. C'est-à-dire qui arrivent à se connecter à leur espoir. Donc être en lien avec des gens qui sont sécures. C'est pour ça que les familles... C'est important. Ouais, c'est important. Ça, c'est deux choses. Et la troisième, c'est que notre corps, nos pensées, nos émotions, c'est un écosystème. Une approche globale. Si on ne connaît pas notre écosystème intérieur, moi je crois qu'on peut... Alors on peut prendre soin peut-être des écosystèmes dehors, mais peut-être qu'on va aussi s'épuiser. C'est-à-dire on va épuiser notre écosystème interne pour prendre soin d'un écosystème externe. Et en soi, ça n'a pas de sens. Moi je crois, mais après je suis psychologue clinicien, je fais partie du soin, que d'abord on prend soin de son écosystème interne, et après, c'est Mère Teresa qui disait, il y avait une sœur qui allait la voir et qui disait « mais c'est trop difficile, j'y arrive pas ». Et j'imagine que j'aurais pas aimé me faire engueuler par Mère Teresa. Elle disait « mais si tu es fatigué, d'abord tu vas te reposer, après tu prendras soin des autres ». Et je crois qu'en prenant soin de son écosystème interne, on arrive à reconnecter notre émotion de sérénité. Et à ce moment-là, l'espoir, il redevient possible. Alors depuis quelques mois, là, donc tu as sorti ton livre, tu fais un certain nombre de conférences, tu interviens beaucoup sur ces sujets. Ce serait un peu le mot de la fin, mais est-ce que du coup toi-même, tu as, dans les rencontres que tu fais, dans les échanges que tu as, de l'espoir? Est-ce que tu as l'impression que le terme il commence à être mieux connu, que plus on en parle, plus ça va aider les gens? Qu'est-ce que tu as comme espérance par rapport à ça? Ça risque sans doute jamais de totalement disparaître, mais est-ce que tu as quelque chose de positif et d'espérance par rapport à cette nouvelle pathologie? Tu utilises deux termes, espoir et espérance. Ok, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même chose. L'espoir, c'est être sur le quai et attendre que le train vienne. On a de l'espoir qui vienne. L'espérance, c'est refaire ses lacets, bien ficeler les chaussures, mettre son sac à dos et puis se dire bah, le train, je ne vais pas l'attendre. En fait, je vais marcher dans la direction qui, moi, me semble juste. Et comment je fais, moi, pour garder de l'espérance, pour le coup? Je garde du mouvement, c'est évident. C'est pour ça que je suis là avec toi, d'ailleurs. Et l'autre chose, c'est que je crois qu'on a
un rôle à jouer qui correspond juste à ce qu'on est. On est juste une toute petite fourmi dans un énorme univers, on est une toute petite particule de rien du tout, mais on sait faire des choses. Et la question qu'on peut se poser, c'est soit qu'est-ce qu'on sait faire? Avec quoi on est à l'aise? Qu'est-ce qui nous rend bien? Juste content. Là, je suis content d'échanger avec toi, j'étais content d'écrire, j'ai écrit le bouquin en fixant la règle 1. C'était que moi, je rigole en écrivant sur l'éco-anxiété. C'était ma règle 1. Oui, parce qu'en plus, tu dessines, tu illustres, c'est assez punchy, c'est un peu rock, enfin c'est assez sympa, c'est un peu décalé aussi parfois. C'est sérieux, mais en même temps sans se prendre au sérieux, avec des illustrations, avec un côté un peu ludique, interactif et tout. C'est facile de parler des choses désespérantes de manière désespérée. Je trouve que c'est plus intéressant d'en parler de manière un peu drôle. Si on rit pas, c'est de la survie. Bon, bah, écoute, voilà, c'était pour ça aussi qu'on avait envie de te rencontrer et d'en parler, puis de mettre en avant ton ouvrage, donc est un ouvrage d'espérance et d'action et de mise en mouvement pour mieux comprendre ce sujet de l'éco-anxiété. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.